Bienvenue dans votre émission d'entretien BET Talk. Ici, c'est le coin des discussions et des confidences. Je reçois des invités en mode cosy et on se dit tout, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui, c'est une comédienne de talent qui se joint à moi. En 5 ans, elle s'est imposée comme un des visages les plus prometteurs de nos petits et grands écrans. Révélée par le film Bande de filles de Céline Sciamma, elle n'a cessé depuis d'enchaîner les apparitions publiques. Tour à tour boxeuse ou lycéenne, elle se glisse d'un rôle à l'autre avec aisance et conviction. Actrice engagée, on l'a aussi vue aux côtés de 15 autres actrices avec lesquelles elle porte le manifeste « Noir n'est pas mon métier ». Et c'est en ce moment, avec la série Scam France, qu'elle cartonne. Elle a fêté ses 23 ans il y a quelques jours. Mon invité est Assa Sylla. Salut Assa. Salut. Ça va? Ça va et toi? Merci d'être parmi nous, c'est la première fois sur BET. Yes, merci à toi. Merci, très heureuse de te recevoir. Moi aussi. Alors pour commencer, je propose aux téléspectateurs et aux téléspectatrices de te découvrir à travers 5 dates que j'ai choisies. Ok. Ça te va? Ouais. Assa Sylla en 5 dates, c'est tout de suite. Alors Assa, on va commencer par le commencement, 1996. Yes. Ta date de naissance, tu es née à Paris, tu as grandi dans le 18e arrondissement. Quelle enfance tu as eue? Alors, moi, j'ai eu une enfance banale. J'ai toujours habité avec mes parents et j'habite toujours avec mes parents. Toujours dans le 18e? Exactement, dans le 18e, avec mes frères et sœurs. Et j'ai étudié dans le 18e. Je sais que j'ai fait une maternelle et la primaire à Barbès, dans mon quartier. Et le collège, c'était à Montmartre. D'accord, Voilà. donc c'était un côté un peu moins populaire peut-être. Exactement. L'endroit Mon père, il était plus chaud pour que j'aille dans un autre collège. Il voulait pas que j'aille au collège qui était à Barbès. D'accord, il était attentif à ta scolarité. Exactement. Et de quoi tu rêvais quand tu étais petite? Comment tu te projetais étant adulte? Alors, au début, je voulais faire danseuse. D'accord. Vraiment, parce que je faisais de la danse depuis que je suis petite. Depuis la maternelle, je faisais de la danse classique, contemporain, moderne jazz, et c'était vraiment mon truc. J'en ai parlé à mon père, et mon père, il m'a dit c'est pas vraiment un métier la danse, etc. Et du coup, après, je voulais faire journaliste. D'accord. Parce que chez moi, mes frères et sœurs, ils aimaient trop m'appeler la journaliste parce que je parle trop. Ils disaient ça, tu parles trop, tu racontes trop ta vie. Et voilà, et j'aimais trop parler avec les gens, j'aimais bien rencontrer les gens et ouais, c'était ça mon rêve. D'accord. Et puis finalement, en 2013, casting, ce qu'on appelle un casting sauvage. Tu as 17 ans, tu es en terminale, en stage dans une entreprise de revente de produits en gros, et tu es repérée lors ce qu'on appelle un casting sauvage. Donc, est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé? Alors en fait, pour Bande de filles, du coup, comme tu viens de le dire, ils ont fait un casting sauvage. Ça veut dire qu'ils sont allés chercher des filles dans la rue, des filles qui pouvaient correspondre au rôle. Et je pense qu'il y avait à peu près 400 filles qui ont été repérées pour passer le casting. Et moi, je ne me suis pas faite repérer. C'est mes copines qui se sont faites repérer. Et ensuite, elles viennent me voir et elles me disent « Oui, Assa, on s'est fait repérer pour jouer dans un film, etc. C'est un film qui va sortir au cinéma, je te jure, c'est sérieux. » Et moi, j'y croyais vraiment pas parce que pour moi, c'était impossible. Je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Et elles m'ont dit « Je te jure, c'est sérieux, tu sais quoi, accompagne-nous au casting. » Du coup, moi, je les accompagne au casting et elles passent le casting. Et au final, la directrice du casting, elle me propose de le passer à mon tour. Bon, j'avais rien à perdre, je l'ai fait et mes copines m'ont boosté, allez, ça vas-y. Du coup, je le fais. Et je me souviens, j'avais fait une scène d'improvisation avec la directrice de casting. Et on avait fait une mise en situation et j'avais fait l'impro. Mais j'avais vraiment aucune pression parce que pour moi, c'était impossible, j'y croyais pas. Et ensuite, on m'a rappelé 2-3 fois pour venir repasser d'autres essais. Ça s'appelle des callbacks. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que c'était des callbacks. Et j'avais rencontré Karidja la deuxième fois que j'étais partie. Karidja Touré, ouais. Qui joue avec toi dans Bande de filles. Exactement. Et on a grave sympathisé directement sur le casting. Et après, on a passé le casting en groupe avec plusieurs filles. Et au final, je me rappelle, j'étais en stage à l'entreprise Métro. Et la directrice du casting, elle m'appelle et elle m'annonce que je suis prise pour jouer dans le film. Alors, tu dis, je n'ai jamais voulu devenir actrice, ça m'est tombé dessus. Et il paraît que tu as caché au début à tes parents le fait que tu passais le casting. Pourquoi tu l'as caché? Déjà, quand je l'ai fait, de base, je ne pensais pas que j'allais le faire, je l'ai fait. Mais en fait, je l'ai caché les autres fois où on m'a rappelé pour venir pour les callbacks. Et en fait, déjà, j'ai caché parce que j'avais peur. T'avais peur de quoi? En fait, je me suis dit, mon père, je sais qu'il va dire non. Je savais déjà sa réaction, je sais qu'il va dire non. Et en plus, je ne voulais pas m'inventer des vies. Donc pour moi, je l'ai passé et je me suis dit, bon, si je suis prise, tant mieux, je ne suis pas prise, tant pis, ça ne change rien à ma vie, vraiment. Et au final, je n'avais pas tort. Parce qu'une fois que j'ai été prise, j'avais 17 ans.
On m'a dit qu'il fallait absolument l'autorisation de mes parents. Du coup, là, je devais annoncer à mes parents, je vais voir ma mère en premier, parce que c'est plus simple. Quel Amadou, ton père? Ouais, je vais voir ma mère. Et ma mère, elle me dit, ah, tu vois avec ton père? Du coup, je vais voir mon père. Et là, mon père, il était catégorique. Il m'a dit non. Il m'a dit non, non. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, je savais, de toute façon, ça ne m'étonnait pas. Enfin, ça ne m'a pas étonnée. Du coup, j'appelle la directrice du casting. Et je lui dis, bah, je suis désolée, je ne pourrais pas faire le film parce que mon père, il ne veut pas. Et là, la directrice du casting, elle me dit non, on veut vraiment que ce soit toi. Tu sais quoi, on va venir chez toi. Et du coup, la productrice et la première assistante, ils sont venus chez moi. Ils ont parlé avec mon père, ils ont négocié avec lui, enfin, ils l'ont rassuré. Au final, il a accepté. D'accord, super. Franchement, en tout cas, elle voulait vraiment que tu interprètes ce rôle. Vraiment. Donc, du coup, tu te vois confier ce rôle de Lady pour le film Bande de filles, qui a été réalisé par Céline Sciamma. C'est un des rôles principaux, celui d'une chef de bande. Donc là, on est à la troisième date de 2014. Comment tu te prépares pour ce rôle de jeune fille très dure? En vrai, je ne sais pas comment j'ai fait. Je te jure, je ne sais vraiment pas comment j'ai fait. J'ai même pas eu... En fait, on a eu du coaching. On avait une coach qui s'occupait de nous juste avant le tournage. On a fait des répètes avec Céline. On a découvert le scénario ensemble. Et non, en fait, j'ai pas vraiment eu de préparation. En fait, on se levait le matin, on tournait. Et en fait, même si moi, je sais que je suis très différente de mon personnage, parce que même mes proches, quand ils ont vu le film, m'ont dit « Mais ça, c'est pas toi, c'est pas possible, c'est pas toi. » C'est vrai que c'était impressionnant, t'étais vraiment t'étais très flippante. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment. Je sais pas comment j'ai fait, mais après, c'est vrai que ça me parlait beaucoup, le fait les bandes de filles, on a tous eu une bande de filles, et même les histoires qu'on raconte, même si moi ça me touchait pas particulièrement, j'en étais consciente. Et non, en fait, on se levait le matin à 7h, on n'avait pas l'impression de travailler, on se levait tout ensemble et on rentrait le soir et on ne voyait pas ça vraiment comme un métier au début, vraiment. C'est après que j'ai compris le métier. Du coup, c'est une année riche en émotions pour toi, puisque le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Tu montres donc les marches de ce festival mythique pour la première fois de ta vie, avec Kharidja Touré, Lindsay Karamo, Marietou Touré. Comment tu vis cette expérience de te retrouver à Cannes sous le feu des projecteurs? Sur le coup, encore une fois, en fait, de base, on s'y attendait pas du tout. On pensait qu'on allait juste faire un film qui allait sortir au cinéma. On savait pas qu'on allait aller à Cannes, on savait pas qu'on allait faire autant de promos, qu'on allait aller au César, etc. Et tout ça, c'était nouveau pour nous, en fait. C'était une première expérience pour toutes les quatre. Et sur le moment, en fait, je pense que j'étais vraiment pas consciente de tout ça. Pour nous, on était là, on était prises dans cette vague et vraiment, on s'en rendait pas compte. Et après, ce qui nous a aidé aussi, c'est le fait qu'on soit quatre. Ouais, on était quatre, ça nous a soudés, on faisait les plateaux de télé ensemble, on faisait les interviews ensemble. Et ça, je pense que ça nous a vraiment aidé, on n'avait pas la pression. J'avais vraiment pas la pression. Et c'est après, avec du recul, je me suis dit, ah ouais, on a quand même fait Cannes quand même. Vraiment, dingue, je me suis dit, ah ouais, on a fait Cannes quand même. Mais sur le coup, on réalisait pas. Enfin, moi, en tout cas, je réalisais vraiment pas. Et donc la même année, tu joues dans le téléfilm Dambé, la tête haute, diffusé sur Arte. Donc le film est élu meilleur téléfilm du Festival de la fiction TV de La Rochelle. C'est inspiré de la vie de l'ancienne championne de boxe et désormais romancière Aya Sissoko, qu'on a reçue ici au début de l'année. Tu interprètes Aya à l'âge de 16 ans. Donc est-ce que ça a été difficile de jouer le rôle d'une personne que tu as pu rencontrer, enfin qui existe, hein. Est-ce que tu l'as rencontrée Alors, justement, c'est grâce à Dambé la tête haute que j'ai découvert le métier d'actrice, vraiment. D'accord. Vraiment, vraiment. Non, Aya, on l'a rencontrée après le tournage. D'accord, tu l'as pas rencontrée avant. Tant mieux, je pense. Ça t'aurait trop influencé. En plus, ça aurait été plus dur, je pense. Ouais, parce que vous avez la pression quand même de jouer quelqu'un qui peut te regarder. En fait, on nous attend au tournant. Je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur parce que je joue sa vie et c'est vraiment un challenge. Et du coup, je devais apprendre à faire de la boxe. J'ai jamais fait de boxe de toute ma vie. D'accord. Pendant 3 mois, j'ai fait des cours de boxe intensifs, mais vraiment très, 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 très intensifs. Et sachant que j'étais en terminale, je passais mon bac la même année. Là, j'avais vraiment pas le temps. C'était hyper dur. Et c'est vrai que c'est vraiment à ce moment-là, pendant ce tournage, que j'ai découvert le métier d'actrice, vraiment. Je me suis dit, ah ouais, non, c'est vraiment un métier. Parce qu'il y avait des moments où c'était hyper dur, parce que j'enchaînais coaching pour le texte, pour le jeu, et le coaching pour la boxe. J'enchaînais les deux, et il y avait des moments où je me suis dit, ah ouais, il y a un moment où j'ai failli baisser les bras, je me suis dit, ah non, c'est hyper dur. Mais
Non, après, j'ai tenu et à la fin, j'étais hyper contente du résultat. Parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de jouer un rôle, vraiment, vraiment. Alors que dans Bande de filles, pourtant, ça me ressemble pas du tout, mais j'ai pas eu de mal. J'ai vraiment pas eu de mal parce que... Tu connaissais pas les enjeux peut-être aussi. Ouais, en fait, on s'en rendait pas compte. Ouais. J'étais vraiment... on se levait, on n'avait pas l'impression de travailler vraiment. Et là, j'étais seule. En plus, j'étais plus avec les autres filles, j'étais seule. Non, là, en plus, c'était hyper dur, c'était bien encadré, etc. Et non, au final, j'étais très, très, très contente. Et j'étais hyper contente qu'Aya aussi soit contente parce que c'était le plus important pour moi. Ouais, ça devait pas être évident. Et du coup, tu as bien fait de tenir bon, puisqu'en 2015, date suivante, tu es nommée parmi les 32 nouveaux visages du cinéma français en lice pour le César du meilleur espoir. Tu figures aussi parmi les 16 filles prénommées, puisqu'il y a 16 femmes et 16 hommes. Et tu es choisie par le comité Révélation grâce à ton rôle dans Bande de filles. Comment tu as vécu cette reconnaissance du métier? J'étais hyper contente et hyper fière, vraiment. J'étais très, très fière. Tout le monde m'a félicité, tout le monde m'a dit que c'était hyper bien. Et c'est un honneur parce que je me dis, je suis reconnue pour ce que je fais et ça m'a donné tellement de force pour continuer encore plus. Et voilà. Et dernière date, avant qu'on explore ton actualité, en 2018, tu te joins à l'initiative Noir n'est pas mon métier, initiée par l'actrice Aïssa Maïga, que nous avons reçue ici, décidément. T'as reçu tout le monde. On avait reçu d'ailleurs Karidja aussi l'année dernière. Ouais. C'est un manifeste sous forme de livre collectif. Vous êtes 16 comédiennes noires à le co-signer. Vous y témoignez pour interroger votre place dans le cinéma français. Comment ton témoignage a atterri dans ce livre? Alors, Aïssa Maïga m'a contactée. Je me rappelle, elle m'a contactée sur Instagram. Et j'étais choquée. Je vois Aïssa Maïga m'envoie un message sur Instagram. J'étais choquée parce que moi, Aïssa, je la suis depuis que je suis petite. C'est mon modèle. Et en plus, je me rappelle, j'ai appelé Karidja. Aïssa m'a envoyé un message. Elle m'a dit, ah ouais, t'as envoyé un message que j'avais parlé avec elle, etc. Et elle m'a parlé du projet. Et j'ai pas du tout hésité, en fait. Pour moi, c'était une évidence. J'ai tout de suite accepté. Et en fait, moi, j'ai pris ça comme un devoir. Je me suis dit que j'ai de la chance d'être reconnue pour ce que je fais. Et c'est à nous de faire bouger les choses. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera pour nous. Et pour moi, c'était hyper important de parler de tout ça. Parce que ça y est, on est en 2019. Elle, ça fait des années qu'elle se bat pour ça. Et nous, encore en 2019, on est obligé de se battre pour ça. Et non, il faut vraiment Non, c'est important d'en parler et surtout faire changer les choses. Ça t'a frappé de voir que des comédiennes qui étaient plus âgées que toi, qui avaient 30, 40, voire 70 ans, avaient expérimenté des choses que tu connaissais aussi? Mais vraiment, mais totalement. Je me suis dit, mais en fait, le monde, il n'a pas évolué. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On voit Firmin et on voit notre génération à nous. On se dit, mais pendant toutes ces années, il n'y a rien qui a changé. C'est pas normal. C'est vraiment pas normal qu'en 2019, on parle encore de ça. Alors qu'elle, ça fait des années à se battre pour ça. Et c'est pour ça que non, faut faire changer, faut faire bouger les lignes. Et c'est pour ça que c'est hyper bien d'avoir créé ce collectif. Et ça nous a hyper... moi, personnellement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Elles m'ont donné beaucoup de conseils sur le métier, sur le milieu. Je les prends vraiment comme des grandes sœurs. Et c'est hyper beau de voir ça. Et merci à toi. C'est important de faire entendre cette voix-là, cette question-là, de le faire. C'est courageux aussi comme comédienne, parce que c'est pas évident de dénoncer ce genre d'injustice. Ce qui nous amène à ton actualité, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que tu fais en ce moment. Donc tout de suite, c'est l'actu d'Assa Silla. Alors Assa, ton actu, c'est évidemment la série Scam France. C'est une série télé franco-belge adaptée de la série norvégienne du même nom qui a été créée par Julie Andem en 2015. On y suit le quotidien de plusieurs lycéens et lycéennes confrontés aux problèmes de leur génération. Chaque saison se concentre sur un personnage et la saison 4, qui a commencé le 5 avril dernier, qui s'est terminée la semaine dernière, a pour personnage central Iman Bakelal, un rôle que tu interprètes. Alors, ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, qu'il y ait ces adolescents qu'on voit à tour de rôle être les héros d'une série. Il se trouve qu'elle intervient dans un contexte particulier en France. Il y a énormément de débats sur l'islam et c'est la première fois qu'une série française met en scène une ado musulmane qui porte un hijab. Comment tu as réagi quand on t'a proposé ce rôle atypique dans la fiction française? Alors, au départ, c'est un remake d'une série norvégienne. Et dans le remake, le rôle que je joue, c'est le personnage de Sana et c'est une fille maghrébine. Et mon agent, dès qu'il m'envoie sur le casting, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu que en fait, le rôle, c'était une maghrébine. Je me suis dit, mais pourquoi tu m'envoies dessus? C'est une maghrébine. Il me dit, mais non, vas-y, le casting, il est très ouvert, vas-y. Du coup, j'y vais et je rencontre
quand je vais au casting, je rencontre David, alors que c'est rare que quand tu passes un casting, tu rencontres le réalisateur dès le premier essai, alors que normalement, c'est souvent dans les callbacks que tu rencontres le réalisateur. Mais là, David, il était présent. Et du coup, je passe le casting. Et en plus, je me rappelle, en sortant du casting, je me suis dit, oh là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi, ça y est. Mais du coup, pour répondre à ta question, j'appréhendais beaucoup. Parce que je me suis dit, OK, là, on va faire une série sur une jeune fille qui porte le voile. J'ai peur. J'ai peur de quoi? Ouais. J'ai peur de ce qu'ils vont faire. J'ai peur que ça soit cliché, qu'on tombe dans l'amalgame, que vraiment j'ai peur qu'ils mettent pas en valeur la religion musulmane. Et j'avais vraiment peur de ça. Et du coup, une fois que j'ai été prise, j'ai rencontré David et toute l'équipe. Et vraiment, ça s'est super bien passé. Et David, pour l'instant, c'est le meilleur réalisateur avec qui j'ai bossé. Vraiment, c'est une crème. Et j'ai vu qu'on avait la même volonté, en fait. On avait la même volonté tous les deux de enfin faire changer les choses et de montrer la réalité de la France, tout simplement. Et il était vraiment dans l'optique de ne pas faire n'importe quoi. Pour la saison 4, j'ai rencontré les scénaristes juste avant qu'ils commencent l'écriture du scénario, ce qui est très, très rare. En tant que comédienne, jamais on rencontre les scénaristes pour leur donner notre avis. J'ai parlé avec eux pendant 3 heures, je leur ai raconté ma vie et ils m'ont posé plein de questions par rapport à l'islam, par rapport à ma vie. Parce que tu es musulmane. Ouais, parce que je suis musulmane, exactement. Et ils avaient cette volonté de ne pas raconter n'importe quoi et de raconter la réalité et de montrer les choses correctes telles qu'elles sont et pas tomber dans les clichés. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bien le fait de m'avoir sollicité pour ça. Et dès que j'ai découvert les scénarios, j'étais hyper contente. Je me suis dit, ouais, là, pour l'instant, c'est le rôle de ma vie, vraiment. Parce que c'est vrai que souvent, quand on parle souvent des femmes voilées dans l'actualité, des femmes qui portent le foulard dans l'actualité sans leur donner la parole. Là, on a une jeune fille qui a beaucoup de caractère, qui finalement n'est pas un cliché de femme soumise. Exactement. Comme on veut souvent le montrer. Et elle est confrontée à tout ce que vivent les jeunes Français, les jeunes Françaises d'aujourd'hui. Et en même temps, vous abordez plein de sujets comme la religion, les traditions, les conflits de valeurs. Quel effet ça te fait de jouer ce rôle? Est-ce que tu as l'impression que tu es un exemple pour les jeunes filles? Mais tellement, alors c'est tellement un honneur pour moi de jouer ce rôle parce que comme tu viens de le dire, c'est la première fois en France on voit une jeune fille noire musulmane qui porte le voile, protagoniste d'une série qui s'adresse à la jeunesse. C'est énorme en 2019 et moi c'est un honneur, c'est vraiment fou. Et quand je vois tout ce monde, tous les messages que je reçois chaque jour sur les réseaux sociaux, toutes ces filles qui me remercient, qui me disent merci d'enfin nous représenter à la télé, toutes ces filles qui me disent merci parce qu'enfin je comprends. Même si elles sont pas musulmanes, elles sont pas noires, elles comprennent. Et il y a beaucoup de filles qui sont reconnues dans le rôle d'Iman. Et je trouve ça hyper beau, enfin, de voir tout ça. Et voilà, c'est trop. C'est normal parce que c'est vrai que les gens ont besoin de reconnaître la France qu'ils vivent dans la réalité à travers les fictions. Et d'ailleurs, la série innove parce qu'elle se vit en temps réel. Par exemple, dernièrement, vous avez fait le Ramadan en même temps dans la série que c'était le cas en France. Elle propose aussi des comptes Instagram pour tous les personnages principaux. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce que tu interagis avec les fans de la série? Alors, pour les comptes des personnages, il y a une équipe qui est mise en place. C'est une équipe qui s'occupe du transmédia. Il y a 11 personnages, 11 comptes Instagram. Et juste après le tournage, on enchaîne avec 2-3 jours où on passe des journées à prendre des photos, à prendre des vidéos pour avoir du contenu. Et non, nous, on ne s'occupe pas du tout de nos comptes. Mais on réagit avec les fans sur nos comptes perso. Mais quand je vois, des fois, je suis sur mon fil d'actualité et je tombe sur une publication d'Iman. Je me dis, ah ouais, Iman, elle a publié. Et je vois les fans, comment ils réagissent. C'est fou, vraiment. C'est une super idée de faire ça. Et je t'ai entendu dire dans une interview, la France, c'est pas un casting 100% blanc. Est-ce que tu trouves qu'il y a encore un décalage culturel, ethnique, entre ce qu'on voit au cinéma en France et ce qu'on peut voir dans la réalité? Mais totalement, bien sûr. Parce que déjà, il n'y a pas assez d'opportunités, de 1. Et de 2, quand on a l'opportunité, c'est pas souvent des rôles qui nous mettent en valeur. C'est des rôles c'est des rôles stéréotypés. T'en as reçu, toi, des offres de rôles comme quoi, justement, par exemple juste après Bande de filles, je sais qu'on m'appelait souvent sur le même type de rôle. Je devais jouer la carrière, entre guillemets.
Et au début, je n'étais pas consciente de ça. Vraiment, pour moi, j'étais hyper contente. J'ai un casting assez trop bien, parce que déjà, c'est rare, j'avais pas souvent de casting. Mais quand j'avais un casting, j'ai sauté dessus. Et dès que j'ai décroché, alors je me suis dit, ah bah, ça y est, j'ai le casting trop bien. Et je pensais pas du tout à tout ce qui pouvait suivre derrière, au fait qu'on peut t'enfermer dans une case, etc. Et c'est vraiment après, en grandissant et quand j'ai pris en maturité, je me suis dit, mais non, c'est plus possible en fait. Je sais que je suis une actrice avant tout. Avant d'être une jeune fille noire, je suis une actrice. Et le fait à chaque fois, on a l'impression d'être rappelé à nos origines. Et non, on doit plus montrer ça, c'est plus possible. À chaque fois qu'on passe un casting, c'est toujours précisé. C'est toujours précisé quand on sait qu'en fait, on nous appelle pour un rôle qui a été écrit pour une fille noire et c'est pas un rôle qui a été écrit pour une jeune fille, tout simplement. Et tu peux quand même postuler ça t'arrive de postuler à des rôles où n'est pas précisé que le personnage est noir? Enfin, c'est le cas pour Iman, par exemple, mais il y a d'autres cas? Exactement. Après, moi, je postule pas, c'est mon agent qui me met sur les castings. Et il te met sur les castings Après, ouais, justement. Après, si t'as un bon agent qui se bat, moi, mon agent, elle est super, elle se bat vraiment pour ça. Et mais après, ça reste quand même difficile parce qu'en fait, moi, je trouve que ça part... c'est toute une chaîne. Ça part vraiment au tout début des scénaristes parce que c'est les scénaristes qui écrivent. Et déjà, les scénaristes, quand ils écrivent des scénarios, ça ne reflète pas la réalité. Ils écrivent souvent des films, des rôles pour des blancs. Et ça part de là, en fait. C'est toute une chaîne. C'est-à-dire que d'abord, le scénariste, il écrit. Ensuite, les directeurs de casting, ils castent les gens en fonction des rôles qu'ils ont écrits. Ensuite, il y a les réalisateurs derrière qui choisissent, il y a les chaînes, c'est toute une chaîne. En fait, c'est vraiment un groupe de personnes qui doit se mobiliser pour faire changer les choses et ça part des scénaristes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi changer les choses au niveau des scénaristes, de qui écrit finalement les histoires. Exactement. Ou même les scénaristes, en fait, il faut juste qu'ils sortent de chez eux. Il faut juste qu'ils mettent un pied dehors, qu'ils prennent le le métro et qu'ils voient la réalité de la France, tout simplement. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, je sais que tu l'as dit, tu es une grande passionnée de danse. Et d'ailleurs, dans ce cas, on te voit danser, passer une scène de casting, etc. Est-ce que toi, tu n'as pas envie de mêler justement la danse et ton métier de comédienne? Tu ne te vois pas peut-être dans une comédie musicale, sur scène ou dans un film? J'aimerais trop, j'aimerais vraiment. Non, mais si j'ai l'occasion, vraiment, je kifferais. Tu as des idées déjà? Il y a des films qui t'inspirent de ce point de vue-là ou des spectacles? Ouais. Oni, tu connais le film Oni avec Jessica Alba, c'est un film de danse. D'accord. J'aimerais beaucoup jouer dans un film de danse. D'accord. Genre Sexy Dance, Street Dancer, j'aimerais trop. J'aimerais beaucoup. Mais après, il n'y a pas énormément de films de danse en France. Non, il y en avait un dans lequel avait joué Sabrina, ouais. J'ai vu, je me pourquoi j'ai pas passé le casting? Quand j'ai vu le film, je me mais pourquoi j'ai pas passé le casting? Mais non, non, mais j'aimerais beaucoup, ouais. Peut-être que tu inspires quelqu'un. Si quelqu'un nous regarde et en a l'idée, ce serait une super bonne idée. Ouais, ce serait trop bien. Écoute, on a fini cette partie actualité. On va passer à la dernière partie qui est le questionnaire de pivot. Yes. Le questionnaire pivot d'Assasila, c'est tout de suite. Alors, Assa, en tant qu'actrice, tu jongles avec les mots, c'est ton quotidien. Je te propose donc un petit exercice qui devrait te plaire. Je t'invite à te prêter au fameux questionnaire de Bernard Pivot. C'était un présentateur de télévision phare, très populaire dans les années 70 et 80, qui avait 2 émissions, notamment Apostrophe, où se bousculait toute l'élite culturelle de l'époque. Ce questionnaire, adapté du questionnaire de Marcel Proust, a même traversé l'Atlantique. D'immenses stars comme Robert De Niro et Al Pacino s'y sont prêtés. Aïe, 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 c'est un privilège alors. Donc c'est à ton tour aujourd'hui. Est-ce que tu es prête à ça? Yes. Alors, quel est ton mot préféré? C'est pas un mot, enfin c'est 2 mots. C'est ah ouais. Tout le temps. On peut dire que c'est un mot si tu le mets en continu. Quel est le mot que tu détestes? Connasse. Ça c'est le pire. Ça, tu me dis ça, je pense que je sais pas comment je réagirais. Ouais, il y a de quoi. Quel est ton plat préféré? Pâte à la bolognaise. C'est vrai? Ouais, pâte carbo, je suis fan des pâtes. D'accord, voilà. Ok. Quel est le son, le bruit que tu aimes? Ah, le rire de ma nièce. C'est vrai? Ouais. Elle a quel âge? Elle a quel âge? Elle a 4 ans. D'accord. 4 ans. Quel est le son, le bruit que tu détestes? La sirène de policier. C'est vrai que c'est angoissant. Quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori? Voilà, c'est le chip. En plus, j'ai trop mal chipé. Tu peux le refaire si tu veux, en pensant à quelqu'un. Voilà,
Voilà, un chip en toute élégance. S'il fallait un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque. Econ, Ah, parce bien. que j'aime beaucoup tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Ouais, très bien vu. Econ, le rappeur, chanteur d'origine sénégalaise qui en ce moment travaille pour éclairer avec l'électricité le Yes. continent africain. Quel est le métier que tu n'aurais pas aimé faire? Vendeuse. Pourtant, j'ai fait un bac pro-vente, mais j'ai détesté. D'accord, qu'est-ce qui Justement, t'a c'est pour déplu? ça. En fait, le fait de travailler dans les... En fait, moi, je suis quelqu'un, je bouge trop. Je peux pas rester comme ça. Et tu vois, tu le vois déjà, là. Ouais, c'est clair. J'arrive pas On a rester du mal à comme te ça. tenir, là. On a grave du mal à me tenir. Et du coup, quand j'avais fait un stage, c'était la pire semaine de toute ma vie. Vraiment, j'allais craquer. Et voilà. Donc tu sais au moins que tu ne veux pas faire ça. Mm. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel tu aimerais être réincarné? Lionne. Liane, Une liane. pourquoi les hyènes? Parce que une lionne, c'est une femme forte. Enfin, c'est pas une femme, mais pour moi, le symbole de la lionne, c'est quelqu'un de fort, de... Ouais, de... Non, la lionne, je sais pas, parce que c'est quelqu'un de fort. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu l'entendre te dire après ta mort? Que j'ai mérité ma place au paradis. Bah, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite à ça? Plein de beaux rôles. Des rôles écrits pour une jeune fille, tout simplement. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à ça. Merci à toi. Eh bien, l'émission touche à sa fin. BET Talk, c'était la dernière de la saison. J'ai eu le plaisir de vous accompagner toute l'année avec des personnes formidables. On se retrouve tout bientôt et je vous laisse d'ici là avec le meilleur de l'entertainment noir américain sur BET. Salut!